Seconde partie du Mag-Orient, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans quelques minutes, on retrouvera notre invité de la semaine, Yohanan Elichai, et son histoire passionnante, celle d'un Français catholique devenu israélien et qui a consacré sa vie à l'enseignement de l'arabe parlé palestinien. Ce sera dans un instant, mais avant d'aller à Jérusalem, direction le Caire à présent, où un vent mauvais souffle sur la liberté d'expression. Fin novembre, le chercheur et journaliste Ismail Alexandrani est arrêté pour avoir publié de fausses nouvelles. Fin janvier, c'est au tour d'Islam Gawish, un caricaturiste qui moque souvent Abdel Fattah el-Sisi, d'être arrêté pour le lancement d'un site internet sans permis, crime de lèse-maréchal. Et plus récemment, un étudiant italien retrouvé mort après avoir été torturé sur les réseaux sociaux. La rumeur enfle, Giulio Regeni aurait été victime d'une bavure policière. L'opposition dénonce un climat de restriction de la liberté d'opinion et d'expression. Et c'est dans ce contexte qu'un livre israélien traduit en arabe a suscité une polémique au Salon du Livre du Caire. Un parlementaire égyptien a même demandé au ministre de la Culture d'enquêter sur les circonstances d'un tel outrage. L'accord de paix israélo-égyptien a bientôt 40 ans, mais pas question pour certains Égyptiens d'entendre parler de normalisation avec Israël. L'auteur de ce livre, il est avec moi ce soir sur le plateau. Shalom, Jackie Khougi, Parsham Eleniane Arvim Shele Galei Tzal. Alors, les téléspectateurs francophones vous connaissent pas ou peu. Vous êtes journaliste, spécialiste du monde arabe sur la radio israélienne. Tout d'abord, de quoi parle votre ouvrage arabiannights.com? Tout d'abord, ce livre a été écrit il y a 5 ans en hébreu. Il a été traduit il y a quelques semaines en arabe en Égypte. Et c'est cela qui a soulevé ce scandale. Ce que j'ai tenté de faire, c'est d'expliquer aux Israéliens les débats les plus actuels et les plus importants chez les Arabes. Qu'est-ce qui les intéresse dans l'actu? J'ai réparti ces sujets de façon très simple. La place de la femme, la démocratie, les réseaux sociaux, la religion, les tensions entre sunnites et chiites, la sexualité, les violences familiales. Ce livre a été écrit essentiellement avant le début du printemps arabe. Il a été publié et ce n'est pas un hasard, alors que les sujets qui ont été au cœur des débats soulevés par le printemps arabe étaient précisément les sujets abordés dans ce livre. Alors ce qui est très curieux, c'est que c'est un parlementaire d'un parti libéral qui a demandé à ce que votre livre soit retiré du Salon du Caire. Eh bien, les hommes politiques partout dans le monde sont des personnes qui servent leurs propres intérêts. Et chez nous aussi, c'est la même histoire. Je ne peux pas lui en vouloir, au contraire. Aujourd'hui, suite à cette controverse en Égypte, je devrais même le remercier, car il nous a permis à nous et aux Égyptiens de relancer le débat sur la normalisation. Et à ce propos, ce que je prétends est très simple. Je pense que le boycott de la normalisation en Égypte porte préjudice également aux Égyptiens. À partir du moment où vous empêchez le lecteur égyptien de lire de la littérature hébraïque, ou vous empêchez un amateur de théâtre égyptien de voir une pièce ou un film israélien, vous lui portez aussi préjudice à lui, pas seulement aux Israéliens. Alors ça veut dire quoi, Jackie Khougi? Ça veut dire que la paix entre Israël et l'Égypte est condamnée à être glaciale, puisqu'on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a une tentative de normalisation, eh bien, elle est critiquée ou elle est vouée à l'échec. Le boycott culturel ou le boycott de la part de citoyens égyptiens est initié par des hommes, par des dirigeants ou encore par des leaders d'opinion. Ce n'est pas une décision divine, ce n'est pas un destin inévitable. Et si ce sont des hommes qui ont pu en être à l'initiative, ils peuvent aussi le changer. Mais je ne pense pas que nous en avons débattu et il semble que les dirigeants des deux côtés veuillent continuer ainsi. Et à ce propos, je veux pointer du doigt la responsabilité, peut-être passive, peut-être secondaire, de la classe politique israélienne qui pendant 20 ans n'a pas adressé un mot aux Égyptiens à ce sujet et n'a rien réclamé. Pourtant, elle a les moyens de mettre fin à ce boycott, ou au moins de le réduire. Et on vous souhaite bonne chance évidemment et on souhaite bonne lecture surtout aux lecteurs arabes au Caire ou ailleurs qui liront votre livre. Une rencontre à présent émouvante, passionnante. Yohanan Elichai est notre invité de la semaine. Sa vie, ce Français catholique, l'a consacré à ses deux amours de jeunesse, le peuple juif et la langue arabe. On lui doit le seul dictionnaire d'arabe parlé palestinien et une méthode d'arabe traduite en hébreu et en anglais, car la langue, dit-il, c'est la clé du cœur. Nous sommes allés à sa rencontre dans son appartement à Jérusalem, un appartement à l'image de cet homme de 90 ans, modeste et riche à la fois. Comment allez-vous? Ça va, merci. Yohanan Elichai, bonsoir, merci de nous accueillir chez vous ici à Jérusalem. Alors on va reparler évidemment de votre parcours, de votre œuvre, juste après le portrait qu'a dressé de vous Solal Azerwal. Prénom Yohanan, nom de famille Elichai, profession de foi, petit frère de Jésus.
un ordre catholique qui vous mène au Liban, en Palestine et en Israël. Yohanan Elichai, vous avez fait vœu de chasteté, de pauvreté et d'obédience à l'Église, mais vous avez un sacré parcours. Résumons. À l'état civil français, vous êtes Jean le Roi, membre de l'ordre des Petits Frères de Jésus, tout vous appelez à une carrière monastique. Pourtant, l'Orient vous fascine dès vos études secondaires au petit séminaire, l'école pour les futurs prêtres. Et vous ne porterez la soutane qu'une année pour votre service militaire au Liban. Octobre 1946, la marine française vous enrôle comme prof de français dans un séminaire maronite à proximité de Beyrouth. J'ai porté la soutane pendant mon service militaire. Et seulement pendant mon service militaire. Au Liban, impossible de vous procurer un dictionnaire de l'arabe parlé. Vous décidez donc d'en écrire un. Vous ne le savez pas encore, mais vous commencez alors la rédaction du travail de votre vie. Votre dictionnaire d'arabe parlé est la Bible de ceux qui souhaitent apprendre l'arabe palestinien. La même année, un pèlerinage en Terre Sainte vous conduit à Jérusalem. Fruit du hasard ou divine coïncidence, vous avez une épiphanie puisque vous vous y installerez définitivement en 1956. Naturalisé israélien en 60, vous vous rebaptisez Yohanan Elichai, une nouvelle identité pour une nouvelle vie. Tour à tour imprimeur, typographe, artiste en céramique. Auteur prolifique, vous avez publié une méthode d'étude de l'hébreu moderne en français, en anglais, en russe. De nombreux ouvrages d'études de l'arabe palestinien et même un livre sur l'histoire des relations entre juifs et chrétiens. À 90 ans, Yohanan Elichai, vous parlez arabe, français, anglais, hébreu, allemand. Avec ce regard espiègle, vous avez traversé toutes les guerres d'Israël, vécu dans un kibboutz, rédigé de nombreux ouvrages, rares peuvent en dire autant. Yohanan, vous vivez ici tout près de Tzur Baher, un quartier arabe de Jérusalem-Est. Vous pratiquez l'hébreu et l'arabe au quotidien. D'où vous vient cette passion pour les langues sémites? Depuis l'enfance, tout ça s'est raconté dans mes papiers là. Et j'ai beaucoup aimé l'étude des langues. Même à 14 ans, j'ai acheté des tas de bouquins, y compris un livre, l'arabe en 3 mois. Il y avait déjà des Arabes dans la région parisienne d'Algérie. Et je me suis dit, bon, je vais un peu apprendre l'arabe. Quand j'ai dû faire mon service militaire, il se trouve qu'on m'a dit, il y a un certain nombre d'écoles en Orient, dans des écoles de jésuites au Beyrouth et dans le Liban, et aussi en Égypte, mais qui demandent qu'on leur prête quelques soldats. Et alors après, je suis arrivé au Liban. Donc, je vais apprendre l'arabe parlé, le libanais. Où est-ce que je peux acheter un dictionnaire de la langue parlée? Et le jésuite éclate de rire et me dit, dictionnaire de la langue parlée, ça n'existe pas. Alors, je dis, bon, je me suis dit, je vais me le faire. J'ai acheté des cahiers et j'ai commencé. Et c'est là où vous avez commencé sans me douter que jusqu'à hier, je travaillais encore sur un dictionnaire. Yohanan, quand on regarde votre parcours de plus près, on voit bien que vous essayez de créer du lien finalement entre les gens, entre les peuples. Vous avez été prof de français au Liban, prof d'arabe en Israël auprès de la population juive israélienne. Selon vous, c'est la langue qui est capable de rapprocher les peuples? Absolument. Moi, j'ai écrit dans un de mes dictionnaires, dans la préface, car la langue est la clé du cœur. Votre amour pour le peuple juif, Yohanan, et pour Israël plus généralement, vous le découvrez lorsque vous voyez ces images en plein Paris à la Libération. On est en 1945. Quelques années plus tard, vous retrouvez l'assistant de l'artiste israélien Aaron Kahana. En tant qu'artisan céramiste, vous vous retrouvez à fabriquer le hall du souvenir dans un mémorial, le mémorial de la Shoah de Yad Vashem, tout près d'ici. Ça doit être quelque chose, non? Je suis venu pour ça. Et maintenant, je gagne ma vie à travailler à ces noms que j'ai fait un à un avec lui, bien entendu. C'est lui qui faisait le plus gros travail. Mais un à un, Bergen-Belsen, Dachau, Auschwitz, etc. Et pendant 3 mois. Alors pour moi, c'était une réponse. Vous avez également rédigé un ouvrage sur la relation entre les juifs et les chrétiens. Vous direz aujourd'hui que cette relation a changé, qu'elle est plus apaisée? Elle a changé complètement, révèle un petit secret que je ne dis pas à tout le monde, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est bien que ceux qui
qui nous verront, sachent un peu qu'est-ce qui m'a fait évoluer. Je me suis dit, mais il faut que l'Église se demande pardon. Il faut que le pape comprenne et qu'il demande pardon. Alors, j'ai trouvé moyen de quelqu'un qui a rencontré le secrétaire du pape de Jean-Paul II, qui était un Africain, et quelqu'un qui a été en Afrique l'avait connu, et elle a dit, Yochanan voudrait rencontrer le pape. Alors elle a dit, bon, bah, qu'il vienne que vienne à Rome, et je lui arrangerai ça. On était 3, lui en face de moi, et puis son secrétaire. Alors il me demande, alors ça va bien, comment vous vous sentez en Israël, etc. Je dis, moi personnellement, pas de problème, mais pour les chrétiens et le christianisme, c'est pas drôle parce qu'ils en ont des souvenirs. Il me regardait, il a attrapé la table comme ça. Demain, il a cessé de manger, puis il écoutait. Puis je dis, ben, ça marche, je raconte encore une, des choses que j'avais apprises sur l'antisémitisme, sur la chrétien à travers les âges, jusqu'à une certaine collaboration de chrétiens avec Hitler, entre autres en Yougoslavie. Alors je dis, mais vous comprenez que si l'Église ne dit pas « Ah oui, on a fait ça, on regrette », bon, tant que vous n'aurez pas dit ça, nous, notre position, moi pas personnellement, mais position des chrétiens en Israël, c'est pas facile. Ah, il m'a regardé, il a dit « Bon, ah oui, alors il faut qu'on demande pardon ». Pendant plus de 60 ans, Yochanan, vous avez recensé des milliers, voire des dizaines de milliers de mots. Si vous ne deviez n'en retenir qu'un, lequel serait-il en hébreu et en arabe? Ahava, mahabba. Je me sens chrétien, israélien 100%, aimant les Palestiniens, désirant notre bien, mais leur bien aussi. Merci Yochanan Elichai, merci infiniment pour cet entretien. Merci à vous. Et comme chaque semaine, c'est l'heure de retrouver à présent Lise Barenbaum. Bonsoir Lise, vous venez chaque semaine nous parler des sociétés du monde arabe et du Maghreb. Et cette semaine, dans votre carnet d'Orient, vous avez noté cette polémique autour d'une actrice marocaine, Loubna Abidar. Oui, Loubna Abidar, une actrice qui a vu son quotidien changer après sa participation au film Much Loved, réalisé par Nabil Ayouch, un film qui raconte le destin de 4 prostituées au Maroc. Et c'est un film qui a beaucoup choqué l'opinion et les autorités marocaines. On va regarder un extrait. ما كنتش انا ما تكونش هاد الحيط النهار كامل باروش ما تبقاش تجي لهاد الدار شتي لها الناس ديال الحومه كلهم كيدويو على داكشي اللي كديري باقا زوينه وباقا صغير مالك يا اختي وليت نجمع الفلوس بيديا وسناني كالكلبه خصنا الفلوس خصنا الكرا خصنا الزبل خصنا الوين مقيره انا اللي كنفكر في هذا الشيء راه يلا فيقع Sujet sensible, scène un peu chaude. Le Maroc a même interdit la diffusion du film. Oui, le film a été interdit en salle pour incitation à la prostitution. Il est considéré comme un outrage grave aux valeurs morales et une atteinte à l'image du pays. L'actrice et le réalisateur ont même été assignés en justice. Ils encourent une peine de 5 ans de prison et 100 000 € d'amende. La décision de justice sera connue la semaine prochaine. Et pourtant, le réalisateur n'est pas découragé par cet accueil glacial dans son pays d'origine. On l'écoute. Sentiment de l'aborder d'une manière qui pouvait et devait, j'espère, en tout cas interpeller, parce que ces femmes, dans leur représentation, que ce soit dans le cinéma, la littérature ou la peinture, sont quasiment invisibles dans le monde arabe, et qu'il me semblait important de leur donner une place, tout simplement, dans cet espace-là. Ici, on a eu peut-être l'impression uniquement d'un déferlement de haine, mais non, il y a eu aussi un déferlement de soutien, de gens qui sont extrêmement attachés dans le monde arabe à l'idée même de la liberté d'expression, à travers le cinéma, à travers les arts, à travers les médias, enfin de façon générale.
Alors l'hostilité a même été plus loin puisque l'actrice a été même agressée physiquement. Oui, c'était le 6 novembre dernier dans les rues de Casablanca. 3 hommes ivres ont frappé Loubna Abidar et aucun commissariat n'a voulu recevoir sa plainte. L'actrice dit avoir pardonné à ses agresseurs le lendemain. Elle ne les blâme pas. Pour elle, les vrais coupables, ce sont les médias qui lui ont fait une mauvaise publicité et certains imams qui ont lancé une fatwa contre elle. Alors elle a quand même quitté le Maroc depuis pour la France. Elle a écrit une tribune dans Le Monde intitulée « Au fond, on m'insulte parce que je suis une femme libre ». Et surtout, elle a publié sur Facebook une vidéo où elle nargue un peu le Maroc. On va regarder. اليوم قررت نخرج بلا الحارس الخاص ديالي بلا طوموبيلتي بلا الشوفور ديالي فوالا باش نوريكم ونقول لكم انني ما كنخافش لان ما عمرني شي الحساسيه كتخاف. Merci Elise, on vous retrouve la semaine prochaine avec cette incroyable histoire d'amour turco-tunisienne, mais on n'en dit pas plus. C'est la fin du Mag-Orient, merci de l'avoir suivi, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Pour revoir cette émission, rendez-vous sur le www.i24news.tv, l'info continue sur i24, excellente soirée.